Dans la vibrante tapisserie de Paris, où chaque ruelle murmure des histoires d'amour et de sacrifice, il existe des destins entrelacés par des fils invisibles. Ce n'est pas une simple rencontre, mais le prélude à un bouleversement sismique. Imaginez la fragilité d'une vie au bord du précipice, éclairée par un acte de générosité inattendu. Que feriez-vous si, en donnant vos derniers sous, vous ouvriez une porte vers un monde dont l'existence même vous était inconnue? Et si ce monde, en retour, vous confrontait à des dilemmes moraux qui feraient vaciller les fondations de votre âme? C'est l'histoire de la gentillesse, comme une graine, jetée dans un sol aride qui germe en un arbre majestueux, mais dont les racines s'étendent dans des profondeurs inattendues, révélant des secrets et des trahisons insoupçonnées. Elle nous enseigne que même le plus noble des gestes peut déclencher une cascade d'événements qui redessinent non seulement une vie, mais aussi la carte complexe des relations humaines, où l'amour et la fidélité se mesurent à l'aune de l'ambition et de l'envie. Si ces mots ont résonné en vous, ce n'est pas un hasard. Il y a un moment où l'esprit commence à s'éveiller à des vérités qui ont toujours été là, mais qui ne prennent sens que maintenant. Ce canal existe pour ce point précis du chemin, quand vous décidez de renforcer votre pensée, d'aligner votre foi et d'assumer consciemment qui vous choisissez d'être. Si vous sentez que vous êtes prêt à développer une mentalité plus ferme, confiante et orientée par une foi pratique, suivez le canal. Chaque contenu ici est une invitation à réorganiser votre vie de l'intérieur vers l'extérieur, un pas à la fois. La nuit tombait sur Belleville, non pas avec la douceur habituelle des crépuscules parisiens, mais avec une violence hivernale, une pluie glaciale qui fouettait les vitres givrées de l'atelier de Julien Lefebvre. Les lumières des réverbères, noyées dans le brouillard, transformaient les rues pavées en un miroir mouvant et incertain. Julien, 35 ans, était sur le point de fermer l'éclair mécanique, son garage hérité de son grand-père. Ses mains, autrefois agiles et sûres pour dompter les moteurs les plus récalcitrants, tremblaient légèrement alors qu'il essuyait une dernière tache d'huile. La suie et la graisse, témoins de 14 heures de labeur acharné, marquaient son tablier, mais c'était la fatigue de l'âme qui pesait le plus lourd. 50 €, voilà ce qui représentait le maigre fruit d'aucune semaine où les clients S étaient un fait de rare, se contentant de simples devis qu'ils jugeaient invariablement trop chers. Le loyer de 700 €, impayé depuis 2 mois, était une menace constante, un couperet suspendu au-dessus de sa tête. L'huissier, Monsieur Bertrand, un homme à la poignée de main molle et au regard fuyant, avait été on ne peut plus clair lors de sa dernière visite, une carte jaunie de mise en demeure plantée sur la porte rouillée. Sans paiement avant la fin du mois, la procédure d'expulsion serait enclenchée. Le souvenir de son grand-père, Michel, un homme au labeur infatigable qui avait bâti la réputation de cet atelier par sa seule honnêteté et son savoir-faire, le hantait. Il avait promis de perpétuer son héritage, de conserver ce lieu qui était bien plus qu'un simple garage. C'était le cœur battant de leur lignée, un phare de dignité, dans un quartier où la précarité était une compagne silencieuse et tenace. Mais le temps, impitoyable, avait transformé le monde. Les voitures modernes exigeaient des diagnostics électroniques coûteux, les pièces détachées coûtaient une fortune, et les petites réparations, autrefois le gagne-pain de son aïeul, étaient devenues une denrée rare. Le contraste entre ses propres journées, empreintes de sueur et d'inquiétude, et les silhouettes élégantes qu'il apercevait parfois dans les rues plus chics de la capitale, n'était qu'une blessure à vif, un rappel cruel de l'abîme qui séparait son existence précaire des destins dorés, si proches et pourtant si inaccessibles. Alors qu'il s'apprêtait à baisser le rideau métallique, son cœur martelant une mélodie de désespoir, une forme indistincte apparut dans la pénombre tremblante des lumières à vapeur de mercure. Une femme, sa silhouette fine, noyée sous un imperméable sombre, poussait laborieusement une moto de luxe, le chrome scintillant de l'engin détonnant avec la saleté qui le recouvrait. C'était une BMW R90 Scrambler, un modèle à plusieurs dizaines de milliers d'euros, désormais souillé par la boue et les éclaboussures. Elle avançait à un rythme lent, chaque pas semblant une épreuve, une lutte tenace contre le vent et le poids lourd du véhicule. Son visage était dissimulé par la capuche, mais Julien percevait la fatigue et le désarroi émanant de sa posture. Un pincement au cœur,
Une étincelle d'humanité qu'il croyait éteinte sous les cendres de ses propres soucis s'alluma en lui. Il sortit, oubliant un instant sa propre misère sous la pluie glaciale qui pénétrait ses vêtements usés. La femme leva la tête, ses yeux, d'un vert intense malgré la fatigue, croisèrent les siens. Une lueur de vulnérabilité y brillait, une détresse authentique que le vêtement de marque, un imperméable chic de chez Hermès, ne parvenait pas à masquer. Ses cheveux blonds, libres de toute coiffure sophistiquée, étaient collés à son visage, accentuant la pâleur de sa peau. Elle marmonna que sa moto l'avait lâchée à quelques kilomètres de là, près du parc des Buttes Chaumont, et que personne ne répondait à son appel d'urgence. Elle avait marché, ou plutôt poussé, pendant des heures, la rage sourde et l'épuisement le disputant dans son cœur meurtri. Julien, sans hésiter, l'aida à pousser la moto à l'intérieur de l'atelier, dans la lumière crue des néons qui rendirent les détails de son désarroi encore plus criants. L'odeur familière d'huile et d'essence s'y mêlait à celle de la pluie et de l'incertitude. Il lui tendit une vieille serviette éponge, rêche mais propre, et une tasse de café fumant, son dernier réconfort qu'il pouvait offrir à quiconque. Elle accepta, serrant la tasse chaude comme un trésor inespéré, ses mains, dont il remarqua la finesse et l'élégance, engourdies par le froid et l'effort. Julien fit un diagnostic rapide, ses doigts experts glissant sur le moteur. Un verdict sans appel. La pompe à carburant était hors service, visiblement sabotée, et le réservoir, vide, indiquait une panne sèche orchestrée. Une réparation complexe nécessitant des pièces rares et une expertise certaine, sans compter le coût exorbitant. Au moins 400 € entre les pièces et la main-d'œuvre. Le visage de la femme se décomposa, une ombre de désespoir voilant ses traits pourtant si délicats. Elle ouvrit son sac à main, des gestes hésitants qui trahissaient une gêne profonde. Un portefeuille fin, à l'intérieur, un unique billet de 30 € et une carte de crédit visiblement bloquée. Elle expliqua d'une voix presque inaudible les problèmes bancaires, une situation embarrassante et temporaire. L'impossibilité de payer. Julien la regarda, ses yeux plongés dans la détresse de cet inconnu, et le souvenir des paroles de son grand-père résonna en lui. « La bonté ne coûte rien, mon garçon, mais elle vaut des millions. » À cet instant précis, les problèmes de son propre loyer s'estompèrent, s'effaçant devant la pure détresse qu'il avait face à lui. Il prit une décision, sur un coup de tête, ou plutôt sur un élan de son cœur, trop généreux. Il le savait, pour son propre bien. « Je vais la réparer », dit-il simplement, sa voix ferme malgré la faim qui le tiraillait. « Ce soir, gratuitement. Vous pourrez la récupérer demain matin, avant que le soleil ne se lève. » Elle le regarda, les yeux écarquillés, l'incrédulité et la gratitude se mêlant dans son regard vert. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues, rougies par le froid et l'émotion. Personne, jamais, ne lui avait offert une telle aide sans rien attendre. Julien sourit tristement, un sourire empreint d'une légère mélancolie. « Rien à remercier, madame, mais vous devez rentrer chez vous. Il est tard et cette pluie... » Elle habitait dans le Marais, à l'autre bout de la ville. Les 30 € ne suffiraient pas pour un taxi, surtout après la réparation promise. Sans réfléchir, Julien sortit son propre portefeuille, le sien. Il lui restait ses précieux 50 €, son dernier rempart contre le froid et la faim qui l'attendait. Il en tira un billet de 20, le lui tendant. « Prenez ça pour le taxi, » dit-il, sentant un vide se creuser dans son estomac. Mais une chaleur étrange s'installait dans sa poitrine, douce et réconfortante. « Juste Diane », murmura-t-elle finalement, prenant l'argent de ses mains tremblantes, son regard posé sur lui comme s'il était un insoupçonné sauveur. « Je n'oublierai jamais, monsieur Lefebvre, jamais. » Puis, elle disparut dans la nuit parisienne, laissant Julien seul avec la BMW rutilante et ses 30 € restants, mais un nouveau sentiment, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis bien longtemps, une paix fragile mais réelle. Il se mit au travail, puisant dans ses propres réserves de pièces, celles qu'il gardait précieusement pour une urgence, ignorant que la pluie de ce soir-là n'était pas juste une averse, mais le début d'un ouragan qui allait tout emporter sur son passage, une tempête qui allait redéfinir les contours de son existence. Dans le silence presque sacré de l'atelier, éclairé par les néons blafards qui dessinaient des ombres dansantes sur les outils et les murs, Julien se plongea dans la réparation de la BMW. La faim semblait s'être retirée, remplacée par une concentration intense,
une forme de méditation mécanique où chaque geste était précis, chaque mouvement délibéré. Il était en parfaite osmose avec la machine, ses doigts lisant les caprices du métal et de l'électronique comme un livre ouvert. La moto, immobilisée sur le pont élévateur, devint son seul monde. Il défie la pompe à carburant avec la dextérité d'un chirurgien, ses doigts agiles démêlant les fils et les connecteurs calcinés par la surcharge. Les pièces de rechange qu'il avait chèrement acquises, gardées pour des réparations qui lui auraient apporté un profit bienvenu, furent sacrifiées sans l'ombre d'une hésitation. L'odeur familière de l'huile moteur et du métal chaud emplissait l'air, une mélodie pour lui, celle de l'effort et de la persévérance. Des heures passèrent comme un éclair, 6 pour être exact. À l'approche de minuit, le moteur rugit à nouveau, un son parfait, rond et puissant. Vibrant dans le petit garage désert, il ne se contenta pas de la réparer. Il la nettoya méticuleusement, polissant le noir profond de la carrosserie avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elle reflète, dans sa perfection retrouvée, son propre visage fatigué, mais illuminé par un étrange mélange de fierté et d'épuisement. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une fraîcheur mordante qui purifiait l'air de la ville. Julien sortit, une cigarette solitaire entre les lèvres, son regard se perdant dans le ciel parisien enfin dégagé, parsemé d'étoiles timides. Il pensa à son grand-père, Michel, et à la fierté qu'il aurait ressentie en ce moment. Il espérait que, de là où il était, il le regardait avec approbation. Cet atelier, ce n'était pas seulement son gagne-pain, c'était le legs d'une vie, la promesse d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Et ce soir, il avait honoré cette promesse. Le lendemain matin, une anxiété sourde le rongea, revenant en force avec les premières lueurs de l'aube. Les 30 € au fond de sa poche étaient une réalité brutale, un rappel de son imminente précarité. Monsieur Bertrand, l'huissier, un homme au visage rond et aux manières abruptes, ne transigerait pas. L'expulsion le guettait, et avec elle, la fin de tout ce qu'il avait connu. Il ouvrit le garage avec une lourdeur presque palpable. À sa surprise, Diane était déjà là assise, sur les marches, son visage tiré par une nuit qu'elle semblait avoir passée sans sommeil, mais ses vêtements de marque désormais secs lui conféraient une allure plus digne, une élégance discrète, mais indéniable. Elle se leva, ses yeux fixés sur la BMW, resplendissante sous les lumières matinales, le chrome étincelant comme un mirage. Julien la fit démarrer, le moteur vrombissant, doux et puissant, résonnant dans le petit garage. Diane fit le tour de la moto, la touchant du bout des doigts, un geste qui trahissait une connaissance profonde de ses machines, une intimité avec ses bolides qu'il n'avait pas d'abord imaginée. Ses yeux d'un vert profond brillèrent d'une émotion qu'il ne put déchiffrer. En quelques mots, elle le remercia, sa voix empreinte d'une sincérité désarmante. Avant de remonter en selle, elle sortit une petite carte de visite de son sac à main, simple, élégante et discrète. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur Lefebvre, dit-elle, n'hésitez pas. Appelez ce numéro. » Julien prit la carte, une sensation étrange le parcourant. Il y avait juste un nom, Diane Valois, un numéro de téléphone et l'adresse d'un bureau prestigieux, celle d'une entreprise d'expertise en investissement, le genre d'établissement qu'on voyait dans les vitrines des Champs-Élysées. Pas d'entreprise spécifique clairement identifiée, pas de titre, rien d'autre. Il hocha la tête, rangeant la carte dans son portefeuille, non sans une pointe de curiosité. Une question silencieuse se formant dans son esprit. Qui était vraiment cette femme ? Diane enfourcha la BMW, le moteur vrombissant à nouveau, et disparut dans le tumulte matinal de Paris, laissant derrière elle un sillage d'essence et de mystère. Julien se retrouva seul, la carte de visite de Diane Valois pesant étrangement lourd dans sa poche. Un poids à la fois insignifiant et potentiellement immense. Les jours qui suivirent furent une lente descente aux enfers, confirmant ses pires craintes. 2 petites réparations, 70 €, c'était tout le revenu de la semaine. La solitude de l'atelier, habituellement son refuge, devenait à présent une prison silencieuse, ses murs semblant se refermer sur lui. Les 30 € restants avaient fondu comme neige au soleil, utilisés pour les besoins les plus élémentaires. Il mangeait des soupes instantanées, préparées sur un réchaud de camping, évitant le regard de M. Bertrand quand celui-ci passait sans s'arrêter. Un homme aux allures de faucon, guettant sa proie.
Le vendredi arriva, implacable, apportant avec lui la date limite du paiement du loyer. Monsieur Bertrand apparut, non pas seul, mais flanqué de 2 colosses aux allures menaçantes. Des hommes aux épaules larges et aux visages impassibles. Le message était clair, brutal, sans équivoque. « Soit tu payes le loyer lundi, Julien, soit tu dégages, et le garage avec !» La menace, froide et nette, résonna dans les murs de l'atelier, un écho lugubre de la fin imminente. Julien sentit son sang se glacer dans ses veines. C'était la fin, l'inéluctable défaite. Il avait lutté avec l'énergie du désespoir, mais la ville, impitoyable et indifférente, allait avoir raison de lui. Le week-end fut un tourment sans fin. Il ne dormit pas. L'image de son grand-père travaillant sans relâche dans cet atelier, remplissant ses nuits blanches. Perdre cet endroit, c'était perdre la dernière parcelle de son identité, de son histoire. Le dernier fil qui le reliait à son passé et à ses racines. Dimanche soir, alors que le désespoir atteignait son paroxysme, son regard tomba sur le portefeuille, sur la petite carte de Diane Valois. Il s'était juré de ne jamais l'appeler, par principe, par fierté. Mais la perspective de tout perdre, de voir le rêve de son grand-père s'éteindre à jamais, était insupportable. Une pensée qui le broyait de l'intérieur. Il hésita, le téléphone à la main, son cœur battant la chamade, tambourinant dans sa poitrine. Et si elle ne se souvenait pas de lui, si elle le ridiculisait dans son désarroi? C'était une femme qui conduisait une BMW de luxe, une personne d'un autre monde, des mondes que rien ne devrait faire se croiser. Pourtant, quelque chose en elle, cette nuit pluvieuse, avait résonné avec la fragilité de son âme, une humanité qu'il n'avait pas attendue. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir ses poumons, et composa le numéro, les doigts tremblants. Une voix professionnelle, féminine et polie, répondit presque instantanément. « Bureau de Madame Valois, bonjour !» Julien resta muet, sa confusion palpable. « Bureau ?» Ce n'était pas un simple numéro personnel, mais le numéro d'une entreprise. « Je m'appelle Julien Lefebvre », bredouilla-t-il, sa voix étranglée, hésitante. Une brève pause, puis, à sa surprise, une autre voix prit le relais. Une voix qu'il reconnut immédiatement, chaleureuse et empreinte d'une légère surprise. « Julien, c'est Diane! Quelle bonne surprise! Y a-t-il un problème ?» Julien, ses dernières défenses brisées, raconta tout d'une voix rauque. Le loyer impayé, l'huissier Monsieur Bertrand, les 2 gros bras menaçants, l'expulsion imminente, la fin de tout. Diane l'écouta en silence, sans l'interrompre, la respiration régulière. Puis elle l'arrêta doucement, sa voix d'une calme assurance. « Ne vous inquiétez pas, Julien. Venez demain, 94, avenue des Martyrs de Châteaubriand, 5e étage, à 10h. C'est en plein Paris, près de l'Opéra. Nous en parlerons. » Julien raccrocha, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Le soulagement, bien sûr, mais aussi une pointe d'appréhension mêlée à un sentiment d'irréalité. Qu'allait-il trouver derrière ce numéro, cette adresse prestigieuse si loin de son monde? Le monde de Diane Valois était manifestement bien plus grand et complexe qu'il ne l'avait imaginé. Un univers de pouvoir et de chiffres qu'il ne connaissait pas. Il savait déjà qu'il franchissait un seuil, mais il ignorait encore à quel point ce pas allait le catapulter dans une dimension qu'il n'aurait jamais pu rêver. La Soleil du lundi matin, timidement, sur Paris, la ville d'un, Brou, la, des boulevards Haussmanniens, Julien Mal, a, les dans son unique costume, des son grand, qui sent à ton corps les heils du moteur. Plusieurs lavages successifs set vigoureux se sentent, chaque pas sur les larges trottoirs, chaque vitrine luxueuse qu'il croisait, soulignée en plus l'abmi entre son monde de celui-ci, l'adresse la 94 de l'Evan des Martyrs de Toubiabrient, un immeuble grandiose de marbre et de, avec un portier en uniforme impeccable qu'il a regardé de travers et simple, de sourcils suffisant, le faire se sentir comme un interest. Julien traversa la hall en marbre poliette, ses propres chaussures. Sur la pierre froide se sentent la plus petite des hommes, une plaque. Scintillait ses lettres.
Ovic Refinement, Valois Capital International, Lenam Louis Fit Lefet Dun Petit Choc Unchoc, Capital International, CN, Paz Juice Diane, CN, Paz Un Simple Bureau, C. Un Empire, Ani, O Maintian Impeccable, Lacuela Tavik Un Surire Professional, Dishal Unmasked D. Ella conduisit danzani sail de tent somptuous. O, la silence sen. Q parla du ronronnement de la climatisation et l'affroissement des pages d'un magazine de luxe. Serenity table basse en verre, Julian Sasset, ses mains moit sur ses genoux, la curbe tant dans sa poit train comme un oiseau en cage, puis la porte s'ouvrit et Diane apparait. Il la cannot bin seigneur, mais si, une aversion, de la femme, qu'il avait. Sous la pluie, antérieur gris anthracite, parfaitement, sa silhouette ovicani sophistication que Julian Neveja may view, ses chevaux blonds avient, ovicani, chirurgical retinas paranibaret, mes cotus et un maquillage subtil accentuate la force crystalline de son regard, aniora de pouvoir et de, la genre de femme qui commandela respect par sa soul, la genre de femme dont-elle fait it tear less conversations. Ln, plus la femine, de la nuit plavius, mais un epgg, animagne de la finance dont la, Dan Stout Paris, Julian dit el son, sonant, press canachronic Dan C, opulent son serire. Chaleroux mais, done, nouvelle. Elle fit entrer dans son bureau immense, avec un vue imprenable sur les toits de Paris et la courbe, de la scène qui brillait sous le soleil d'hiver, des diplômes, ornant les murs, des prix brillants traînant sur des noirs, des photos d'elle en compagnie de politiques et d'acteurs, de son influence, c'est, à ce moment, le à la cula, la frappe de plein fouet avec la force d'un coup de marteau, cette femme, à qui il avait offert ses dernières sous-étenues, gratuite, une figure d'industrie, une puissance, capable d'influencer les, elle cessait, un bureau en verre, son regard du mes parent, se posa sur Julien, elle lui expliqua d'un voix, et, quel, la PGG de Valois Capital International, l'une des plus grandes entreprises de conseil en investissements de France avec des centaines de et un chiffre d'affaires annuel atteignant plusieurs dizaines de millions d'euros, cette nuit, le à l'appendice BMW n'avait pas, un simple hasard. Elle rentrait dans la, plein de chiffres et de complexes, la poids de ses, pesait sur elle comme un fardeau gigantesque menant d'elle. Elle aurait pu appeler des dizaines de personnes de son. Pour la faire remorquer sa moto sans le moindre effort en un claquement de doigts, mais elle avait voulu tester, voir s'il existait encore dans cette ville syndicate, une nuance de gentillesse, un geste gratuit de pur sens. Vous, Julien, vous savez, si test, dit-elle un sourire se dessinant sur ses fins, vous savez, vos derniers euros pour aider un inconnu, sans poser de questions, sans rien attendre en retour, c'est ce type de personne avec cette, rare QG church pour mes projets les plus importants, Julien L. La bouge, introverti, les mots flottants dans l'air comme des papillons. La gentillesse comme un test, elle se sentit, la fois, par son, itam pu, par cette misaine, mais si sentiment fut vide, par la fulgurante d'elle, qui s'ouvrait, lui ani, inattendu sur un futur qu'il n'aurait jamais, imaginer. Diane lui expliqua qu'elle, sur le point d'ouvrir une nouvelle division, aux investissements dans l'art et les restaurations d'œuvres d'art,
notamment des Instruments die Musicanciens, un, deep rested tears. A. Travers la France, des ateliers de restauration haut de gamme, el cherchet quelqu'un de confiance quelqu'un qui avait du cœur, et surtout un sens aigu, et une passion pour la, ani, qui avait inexplicablement, en lui pour l'atelier principal de restauration. A. Paris quelqu'un comme lui, qui va offrir la poste de responsable, pour la division patrimoine artisanet anonatiel, Savoix firm mais douce, un salaire de 3,000 euros par mois, un contrat de travail en bonnet du forme avec toutes les assurances et on an, si vos fates vos proves, un poste de directeur de cette division, avec un salaire qui doublera et des perspectives d'investissement dans les projets, Julien, sous la choc, 3,000 euros par mois. Si. Plus cute out si will avait jamais. Anisam calaseli pour lui, son esprit. A. La lutte quotidienne pour la survie avait du mal. A. Cette nouvelle. Six chiffres vertigineux, mais Madame Valois balbutia-t-il, incapable d'articuler une phrase. Je n'y suis qu'une petite. De courtier. Je n'ai pas de qualifications universitaires, pas de diplôme en artu en gestion de patrimoine, je n'y connais rien. A. Ce monde. Diane surat un sourire equia tagnate cette fois ses yeux clairs, trahissantani. Rare, Julien, j'y fate. La. De ma moto part wadi nos experts sen. D. Car nos investissements touchant parfois ce domaine. Leur verdict, un travail parfait, une expertise rare, qu'on n'y trouve plus. Les qualifications se transmettent autant par elle, que par les diplômes, vous savez la. Et elle. Vous me lovez. Sans. C'est ce qui compte le plus. A. Mes yeux pour la gestion de la maintenance des instruments. Un silence. D. S'installa lors des promises et incertitudes, Julien. Sentit les larmes monter. A. Ses yeux, il n'avait pas. Depuis la mort de son grand. Quand devrais-je commencer? Demanda-t-il, sa voix tremblante, presque inaudible. Diane regarda sa montre de prix, sortie de diamants. Demain, si vous la suites, et pour votre lawyer, ma. Appellera Monsieur Bertrand dans l'heure, il sera. Vous n'avez plus. A. Vous sortir de elle. Du nom de Monsieur Bertrand, Julien. En sanglets, des sanglets. Qui. Des. De frustration, deeper et de solitude, des larmes chaudes coulant sur ses joues, de crassette. Diane se leva, fit la tour de son bureau et posa une main douce sur son regard empreint de compassion, mais aussi d'un certain. Parfois, Julien, murmura-t-il, l'univers en hydrelé de féandi, les bonnes personnes, voter dans DSOI voter, Kuenken, ont, leur juste. Julien hocha la, incapable de parler, les mots se nouent dans sa gorge. Il venait de comprendre que cette rencontre fortuite sous la pluie, pas seulement une aide. Un simple coup de pouce du destin, mais la porte de vers un éveil. Nouvelle, un éveil qu'il n'aurait jamais. Imaginer, oh, la gentillesse, la sienne avait. La place, des investissements, son capital la place salite. Si qu'il attendait. Une transformation profonde, bino, dices. Les plus faux, mais il ignorait encore que ce nouveau monde. Des promesses cachées aussi des ombres grandissantes. Les premiers mois au sein de Valois Capital International furent pour Julien un véritable choc culturel. Un plongeon brutal dans un monde qu'il ne connaissait que de loin, à travers les vitrines inaccessibles des Champs-Élysées. Le garage qu'il avait dirigé pendant des années n'avait rien à voir avec l'atelier ultramoderne qu'il devait désormais superviser. C'était un complexe de 500 mètres carrés situé à Gentilly, au sud de Paris. Un écrin de verre
et d'acier étincelant de propreté, conçus pour la restauration délicate d'œuvres d'art et d'instruments de musique anciens. Les équipements étaient à la pointe de la technologie, des microscopes numériques pour examiner les textures picturales les plus fines, des scanners 3D pour répliquer les formes d'instruments rares des salles blanches à atmosphère contrôlée pour travailler sur des manuscrits séculaires. Des outils qu'il n'avait vus que dans des documentaires spécialisés, certains pilotés par ordinateur, dont la complexité le dépassait. Il avait sous ses ordres une équipe de 8 restaurateurs et artisans d'art, tous plus âgés et, au premier abord, plus expérimentés que lui dans ce domaine. Leur regard, au début, était teinté de suspicion et d'un certain dédain à peine voilé. Qui était ce jeune homme, ce mécanicien sorti d'un quartier populaire de Paris, propulsé à la tête de leur prestigieux atelier? Qui était ce petit mécano sans diplôme universitaire en histoire de l'art ni en conservation du patrimoine? Julien, conscient des regards interrogateurs et des murmures moqueurs, ne répondit pas par des mots, mais par des actes. Quand il travaillait sur la délicate mécanique d'un mécanisme d'horlogerie du XVIIIe siècle ou sur les assemblages complexes d'un alto de Stradivarius, il était en parfaite osmose avec l'objet. Son attention était totale. Ses doigts, au-delà de leur dextérité mécanique, semblaient en lire les caprices du bois ancien et du métal fatigué, comme un livre ouvert. Il voyait des problèmes que d'autres, englués dans leurs habitudes ou leur arrogance académique, avaient ignorés. Il trouvait des solutions créatives et efficaces, démontrant une maîtrise technique et une compréhension intuitive des matériaux qui sidéraient même les plus chevronnés de ses nouveaux collègues. Son approche, purement mécanique au départ, se transformait en une forme d'art, une capacité à redonner vie à ce qui semblait perdu, une résilience des objets qu'il comprenait de son propre vécu. Mais au-delà de sa compétence technique inaliénable, ce qui marqua les esprits fut sa manière de traiter chaque client. Qu'il s'agisse d'un collectionneur richissime venu faire restaurer une pièce rare ou d'un jeune musicien de rue dont le violon avait subi les affres du temps, tous étaient accueillis avec le même respect, la même écoute sincère. Il prenait le temps d'expliquer, avec des mots simples mais précis, les enjeux de la restauration, loin des jargons obscurs et intimidants des professionnels de l'art. Il ne cherchait pas à vendre des restaurations inutiles, affichant une honnêteté brutale, quitte à déplaire à des clients impatients. Les collectionneurs, souvent des personnalités influentes, habitués à une certaine condescendance de la part des experts, étaient désarmés par sa simplicité et sa droiture, par son humble approche de l'art. Diane, la PDG, venait une fois par semaine à l'atelier. Elle observait Julien de loin, depuis son bureau vitré qui surplombait l'atelier, ou discrètement depuis l'arrière, dissimulé parmi les coffrets d'outils. Elle le voyait gérer les petits conflits au sein de l'équipe, arbitrer les désaccords techniques, parfois houleux, avec une patience infinie, toujours à l'écoute des arguments de chacun. Elle le voyait expliquer à une cliente exigeante, une célèbre pianiste, le fonctionnement complexe et les besoins fragiles de son piano Pleyel datant du XIXe siècle, puis quelques minutes plus tard, salir ses propres mains en démontant une ébénisterie récalcitrante, loin de se contenter de donner des ordres. Chaque fois, un mouvement de tête discret mais approbateur trahissait sa satisfaction. Elle avait décelé en lui une intelligence émotionnelle rare, une capacité innée à inspirer confiance et à unifier des personnalités parfois complexes. 6 mois après son arrivée, Julien avait réussi un exploit que personne n'avait imaginé possible. L'atelier de Gentilly, auparavant efficace mais sans âme, gérant des pièces sans véritable passion, était devenu le plus performant et le plus rentable de toute l'entreprise. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, affichant des marges bénéficiaires inattendues. Mais plus encore, la réputation, les clients par un bouche à oreille, devenu viral dans le monde feutré de l'art, demandaient spécifiquement à faire restaurer leurs pièces dans son atelier, car ils savaient qu'ils y seraient traités avec une intégrité rare et une compétence indéniable alliée à une passion contagieuse. L'équipe, initialement sceptique, avait appris à le respecter non pas comme un chef imposé, mais comme un leader naturel, un homme dont la force résidait dans son humilité et son dévouement. Certains, les plus jeunes et les moins attachés aux conventions, le considéraient même déjà comme un mentor. Cherchant ses conseils, imitant sa rigueur et son éthique de travail irréprochable, Julien avait trouvé sa place, non pas en reniant qui il était,
le simple mécanicien d'autrefois, mais en y puisant sa force, sa singularité. Il était un pont inattendu entre deux mondes. Un soir de mai, alors que les journées s'allongeaient et que les terrasses de Paris commençaient à s'animer d'une joie de vivre retrouvée, Diane le convoqua dans son bureau aux portes d'or de Valois Capital International. Cette fois, ce n'était pas seul qu'il la trouva. Deux autres figures importantes de l'entreprise étaient présentes. Monsieur Gérard Lamartine, le directeur financier, un homme aux yeux froids et au sourire contraint, dont la réputation de fin limier des chiffres le précédait, et Madame Véronique Duval, la responsable des opérations d'investissement, une technocrate précise et peu loquace, dont la rigidité était légendaire. Leurs regards posés sur Julien étaient difficiles à déchiffrer, un mélange de curiosité professionnelle et d'une légère jalousie à peine voilée, comme s'il était un intrus ayant brisé un équilibre fragile et ancien. Diane, sans préambule, alla droit au but. L'entreprise était en pleine expansion, et la nouvelle division patrimoine-artisanat devait s'étendre. 10 nouveaux ateliers devaient ouvrir l'année suivante, répartis dans toute la France, de Strasbourg à Bordeaux, de Marseille à Lille. Il fallait un chef d'orchestre, une personne capable de superviser toutes les opérations techniques, de garantir que chaque nouvel établissement maintienne les mêmes standards de qualité de service et d'excellence qui avaient fait la réputation de Valois Capital et désormais de l'atelier de Gentilly. « Julien », annonça Diane, son regard posé sur lui avec une confiance inébranlable qui trahissait une profonde certitude. « Je veux que vous deveniez notre directeur national des opérations artisanales. » Le souffle de Julien se coupa dans sa gorge. « National !» Le terme résonna dans le grand bureau, amplifié par le silence soudain des deux autres dirigeants. « Un salaire de 5 000 € par mois, poursuivit-elle, ignorant son silence sidéré. Un bureau personnel ici, sur l'avenue des Martyrs de Châteaubriand, une voiture de société avec chauffeur, un budget discrétionnaire pour la formation et l'équipement de nos équipes. Et, elle marqua une pause significative, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. Une participation de 2% des actions de la division, qui deviendront pleinement vôtres après 5 ans de service. Julien, stupéfait, n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. 5 000 €, un bureau personnel, des actions, c'était un vertige. Il accepta, sa voix à peine audible, tout en luttant désespérément pour ne pas paraître trop ébranlé par l'ampleur irréelle de la proposition. Sa vie, il y a tout juste 6 mois, était une lutte acharnée pour 30 € et un loyer impayé. Aujourd'hui, on lui offrait une part d'un empire financier et culturel. Il sortit du bureau de Diane, le cerveau en ébullition, sachant que ce nouveau chapitre serait encore plus exigeant, mais aussi infiniment plus gratifiant. Il ne savait pas encore que cette ascension spectaculaire allait aussi le propulser dans un monde de jalousie et de rivalité, où la gentillesse, sa gentillesse, serait mise à l'épreuve par des forces bien plus obscures que de simples défaillances mécaniques. On dit qu'à chaque nouvelle élévation, une nouvelle ombre grandit et se tisse à notre talon. Il allait bientôt en faire l'amère expérience. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire captivante et d'autres récits qui explorent les profondeurs de l'âme humaine. Le nouveau poste de directeur national des opérations artisanales propulsa Julien dans un tourbillon d'activités d'une intensité qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il voyageait sans cesse, de Strasbourg à Bordeaux, de Marseille à Lille, les gares et les aéroports français devenant son second domicile. Chaque ville était une nouvelle équipe à former, un nouvel atelier à évaluer, un problème technique ou logistique complexe à résoudre, des litiges avec des fournisseurs à arbitrer, des exigences de clients prestigieux à satisfaire. Il travaillait 14 heures par jour, parfois plus, mais pour la première fois de sa vie, la fatigue était douce et gratifiante. Il adorait ce qu'il faisait. Il ne s'agissait plus seulement de réparer des objets, mais de construire une vision, celle d'un réseau d'excellence au service du patrimoine, de transmettre son savoir-faire, ses valeurs d'intégrité et de précision à des dizaines d'artisans. Chaque succès, chaque jeune restaurateur qui progressait sous sa tutelle, chaque client satisfait par une pièce d'art retrouvée dans son éclat originel était une récompense bien plus grande que l'argent. Il sentait qu'il faisait quelque chose d'important, qu'il contribuait à quelque chose de plus grand que lui-même, honorant ainsi la mémoire de son grand-père et les principes de travail acharné et de probité qu'il lui avait inculqués. Il portait en lui l'étendard de l'artisanat français,
avec une dévotion presque religieuse. Un an après cette nuit pluvieuse où Diane Valois avait poussé sa BMW en panne dans son vieux garage de Belleville, Julien Lefebvre était méconnaissable. Il habitait un appartement simple mais décent dans le 10e arrondissement, loin de l'opulence des beaux quartiers, mais avec la satisfaction d'avoir échappé à la précarité qui l'avait rongé. Il avait même économisé une somme confortable, inimaginable auparavant, une petite fortune à ses yeux. Il s'était offert une toute nouvelle BMW R90 Scrambler, la même que celle de Diane, mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Le plus important n'était pas l'argent ni les biens matériels, mais ce sens nouveau qu'il avait trouvé à sa vie. Cette fierté d'avoir bâti quelque chose de ses mains et son esprit. Chaque jour, il aidait d'autres personnes à mieux faire leur travail, à croire en leurs compétences. Chaque jour, il construisait quelque chose de durable, de valeur, un legs pour l'avenir. Un soir de novembre, exactement 1 an jour pour jour après leur première rencontre, Diane l'invita à dîner. Non pas un dîner d'affaires dans un restaurant impersonnel, mais un moment privilégié à deux, dans un restaurant élégant, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante, ses lumières dansant sur la Seine. Le vin était coûteux, les fruits de mer frais et délicats, mais ce qui importait le plus, c'était les mots, les confidences échangées. Ils parlèrent pendant des heures, non plus strictement de l'entreprise, mais de leur vie, de leurs pertes, de leurs rêves les plus intimes, de leurs espoirs et de leurs peurs. Diane se confia à son tour. Elle avait commencé dans la vie sans rien, comme lui, mais dans un tout autre contexte social. Sa mère, une femme brillante mais issue d'un milieu modeste, l'avait élevée seule après le décès prématuré de son père. Elle avait hérité de dettes familiales et d'une petite entreprise de conseil en difficulté. Elle avait refusé de vendre, avait lutté, travaillé 20 heures par jour pendant des années, sacrifiant sa jeunesse, ses relations personnelles, tout pour bâtir cet empire. Mais cette nuit-là, quand sa moto était tombée en panne, elle avait été au bord de tout abandonner, épuisée, écrasée par le poids insoutenable de ses responsabilités. Et puis, dit-elle en fixant Julien avec une intensité troublante, une lueur nouvelle dans ses yeux verts, « J'ai rencontré un jeune homme qui n'avait presque rien, mais qui a tout donné sans hésiter. Vous m'avez rappelé pourquoi j'avais commencé, Julien. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore des gens qui font ce qui est juste, simplement parce que c'est juste, sans calcul ni attente. » Julien, ému aux larmes par cette confession inattendue, répondit qu'elle lui avait sauvé la vie, qu'elle lui avait donné une nouvelle chance. Diane secouait la tête d'un léger sourire, un sourire empreint d'une tendresse nouvelle. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, Julien. Nos destins étaient liés avant même que nous nous rencontrions, comme deux rouages dans une horloge complexe. » À la fin du dîner, Sophie fit un geste inattendu. Elle sortit un document de sa pochette et le posa sur la table immaculée. C'était un contrat. Julien était promu vice-président des opérations et du patrimoine avec un salaire de 8 000 € par mois. Et sa part d'action de la division ? 5%, mais cette fois acquise immédiatement, sans délai de 5 ans. Julien regarda le document incrédule, ses yeux parcourant les lignes tracées sur le papier glacé, ses doigts n'osant pas le toucher. Il tenta de protester, de dire que c'était trop, qu'il ne le méritait pas, qu'il n'avait fait que son travail, qu'il était un simple homme de l'ombre à la réparation. Diane le regarda droit dans les yeux, son regard perçant mais affectueux. « Vous le méritez, Julien, plus que quiconque je connaisse. Votre intégrité et votre talent sont inestimables. Ce n'est pas un don, c'est une reconnaissance juste de votre valeur. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Julien fit un détour. Il s'arrêta devant l'ancien garage de son grand-père à Belleville, l'éclair mécanique, désormais fermé, une silhouette fantomatique dans la nuit parisienne. Il l'avait racheté discrètement quelques semaines plus tôt, mais n'avait pas encore osé y retourner, le transformant simplement en entrepôt, en attente d'une nouvelle vie. Il regarda les fenêtres éteintes et murmura à son aïeul, dans le silence de la nuit, qu'il espérait l'avoir rendu fier. Il était passé de l'ombre à la lumière, mais une lumière parfois aveuglante. Et les ombres, il le découvrit bien vite, pouvaient s'allonger sous l'éclat de la réussite. 2 ans passèrent comme des mois. Julien était devenu un pilier central de Valois Capital International. Il gérait désormais 15 ateliers de restauration dans toute la France. Une équipe de près de 200 restaurateurs et assistants sous sa direction.
Son sens de l'organisation et sa capacité à redynamiser les équipes avaient permis de mettre en place des systèmes qui avaient amélioré l'efficacité opérationnelle de 40%, tout en augmentant la qualité des restaurations, respectant le patrimoine. Mais sa plus grande fierté était le programme qu'il avait créé, les Mains d'Or. Tous les 3 mois, l'entreprise embauchait 5 jeunes issus de quartiers défavorisés, souvent des banlieues parisiennes ou des villes de province, leur offrant une formation gratuite pour devenir restaurateurs d'art ou artisans spécialisés. S'ils réussissaient, un emploi stable les attendait chez Valois Capital, avec la promesse d'intégrer une équipe d'élite. Julien finançait personnellement une partie du programme avec son salaire. Diane était immensément fière. Julien incarnait les valeurs d'humanité, d'excellence et de transmission qu'elle voulait pour son entreprise, une vision bien au-delà des simples chiffres. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme débordant. Gérard Lamartine, le directeur financier, voyait Julien d'un mauvais œil. Il le jugeait trop généreux, trop naïf, trop sentimental pour diriger des opérations à cette échelle. Le programme Les Mains d'Or, à ses yeux, n'était qu'un gaspillage de ressources, une perte de bénéfices potentiels. Il y voyait un coût superflu, une dépense émotionnelle qui entachait la pureté des résultats financiers. Un jour, Marc se présenta devant Diane avec des dossiers remplis de chiffres et de tableaux complexes, des projections alarmantes et des rapports tendancieux. Il affirma que Julien coûtait trop cher à l'entreprise. Ses politiques salariales généreuses envers les employés des ateliers, ses investissements massifs en formation, son refus de rogner sur la qualité des matériaux de restauration, tout cela, selon lui, réduisait les marges de profit à un niveau inacceptable pour une entreprise de leur envergure. Il proposa carrément de licencier Julien, de le remplacer par quelqu'un de plus pragmatique, de plus orienté vers les objectifs financiers purs et durs, loin de toute considération humaine. Diane l'écouta en silence, un froid glacial montant en elle, mais elle resta impassible, son visage trahissant à peine la tempête qui grondait en elle. Puis, elle dit simplement, sa voix grave et mesurée, « Non !» Gérard insista, brandissant des arguments économiques implacables, accusant Diane de laisser ses sentiments personnels obscurcir son jugement commercial, de compromettre l'avenir de Valois Capital pour un idéal chimérique. Diane rit, un rire court et mordant, presque sarcastique. « Les sentiments, Gérard, ce sont eux qui font une grande entreprise, pas seulement une rentable, et Julien reste. » Gérard ne s'avoua pas vaincu. Une menace silencieuse s'installa entre eux, une tension palpable qui empesta l'air du bureau. Il commença à saboter Julien, subtilement d'abord. Les approbations de budget se faisaient attendre, les problèmes bureaucratiques s'accumulaient de manière inexpliquée dans son service. Des rumeurs insidieuses commencèrent à circuler dans les couloirs feutrés de Valois Capital. Julien n'est pas qualifié. Il est là par pitié, par favoritisme de la PDG. Julien commença à sentir la pression, cet isolement insidieux qui s'immisçait dans ses relations professionnelles. Certains dirigeants le traitaient avec une condescendance à peine voilée. D'autres l'excluaient des réunions importantes, des dîners d'affaires et des décisions stratégiques. Il lui sembla que le sol se dérobait sous ses pieds, mais il continua de travailler, de donner le meilleur de lui-même, espérant que les résultats parleraient d'eux-mêmes, ignorant que l'orage, loin de se dissiper, ne faisait que se renforcer, prêt à éclater et à tout balayer sur son passage. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Gérard Lamartine était bien plus qu'un homme d'affaires calculateur. Il était un prédateur, et Julien, sans le savoir, était sa prochaine proie, l'obstacle gênant sur la voie de sa propre ambition démesurée. Si le destin de Julien vous interpelle, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de son incroyable parcours et découvrir comment la gentillesse peut parfois attirer l'ombre de la jalousie. L'atmosphère au sein de Valois Capital International devint de plus en plus lourde pour Julien. Les chuchotements dans les couloirs se transformaient en murmures calculés, des complots silencieux dont il était la cible. Les regards froids de Gérard Lamartine se muaient en manœuvres sournoises. L'étau se resserrant lentement, mais sûrement autour de lui. La défiance grandissait à chaque coin de bureau, mais Julien refusait de céder à la paranoïa. Il s'accrochait à ses principes, à l'excellence de son travail et surtout à la confiance que Diane lui accordait. Il intensifia ses efforts, veillant à ce que chaque atelier tourne à la perfection,
Que le programme Les Mains d'Or continue de transformer des vies, offrant un avenir aux jeunes oubliés. Il tentait par-dessus tout de ne pas se laisser submerger par la masse de travail et par le conflit latent que s'il sentait poindre. Mais l'adversité souvent ne frappe pas là où on l'attend, et le désastre survint non pas à cause d'une de ses décisions directes, mais d'une faille insidieuse qu'il n'avait pas vu venir, une brèche savamment orchestrée dans le système qu'il avait mis en place. Dans l'un des ateliers de Lyon, sous sa responsabilité indirecte, un jeune restaurateur talentueux, mais récemment embauché par dérogation, et dont la candidature avait été étrangement poussée par le service financier de Gérard, commit une erreur effroyable. Il manipula mal un mécanisme complexe de marqueterie sur une pendule de cheminée du XVIIIe siècle, une pièce d'une valeur inestimable, appartenant à un collectionneur influent et particulièrement exigeant, un homme au tempérament explosif, connu pour sa manie du détail. Le client, lors d'une expertise finale avant la restitution, découvrit le vice caché, une micro-fissure dans le bois délicat qui compromettait l'intégrité de l'œuvre. Bien plus qu'un simple défaut esthétique, c'était une dégradation irréparable aux yeux des puristes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le monde feutré des collectionneurs d'art. Le client, furieux, engagea des poursuites judiciaires, réclamant 3 millions d'euros à l'entreprise pour négligence grave et dévalorisation d'une pièce historique. Gérard Lamartine saisit l'opportunité avec une avidité à peine dissimulée, un sourire froid et satisfait aux lèvres. Il convoqua une réunion urgente du conseil d'administration, brandissant le cas comme la preuve irréfutable de l'incompétence et des dangers des politiques trop laxistes de Julien. Devant les membres du Conseil des hommes et des femmes, au visage grave et au portefeuille bien garni, il présenta un dossier accablant parsemé de chiffres alarmants sur les risques d'image et de conclusions tendancieuses sur la gestion des équipes. Il argua que cette erreur était la conséquence directe de la complaisance de Julien, de son acharnement à embaucher des jeunes sans expérience solide dans un domaine aussi délicat, et de son manque de rigueur dans l'application des protocoles de restauration. « Et c'est ce qui arrive !» déclara Gérard d'une voix grave et posée, son ton glacial envahissant la pièce. « Quand on privilégie la pitié à la compétence et les sentiments au résultat. Monsieur Lefebvre est un danger pour notre réputation et nos finances. Je demande formellement son licenciement immédiat, sans autre forme de délai. » Diane, présente à la réunion, sentit la colère monter en elle, mais elle resta impassible, son visage de marbre trahissant la fureur qui montait en elle. Quand son tour vint de parler, elle défendit Julien avec une véhémence inhabituelle, rappelant les succès du programme Les Mains d'Or, la transformation des ateliers sous sa direction, les profits records générés, l'amélioration qualitative des prestations. Elle insista sur le fait que les erreurs, même graves, pouvaient arriver dans n'importe quelle entreprise, et qu'un seul incident, si regrettable soit-il, ne pouvait pas effacer ni occulter des années de travail acharné et d'intégrité. Mais le conseil d'administration, influencé par les chiffres implacables de Gérard et la peur des lourdes compensations financières qui menaçaient l'entreprise, était inquiet. Les arguments du directeur financier, bien que perfides dans leur intention, étaient formulés avec une logique froide qui résonnait dans les esprits cartésiens des actionnaires, plus sensibles aux bénéfices qu'aux valeurs humaines. À l'issue d'un vote tendu, la décision tomba, brutale, inéluctable. 5 voix contre 4. Julien Lefebvre devait être licencié. Diane, le visage blême mais le regard toujours aussi ardent, refusa catégoriquement de signer la décision. « En tant que PDG, prononça-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, comme un roc face à la tempête, je refuse de valider cette décision. » Julien Lefebvre reste à son poste. Gérard Lamartine, un sourire froid et satisfait aux lèvres, la regarda avec une pointe de défi dans les yeux, un défi ouvert et non dissimulé. Si Madame Valois place ses émotions avant la survie de cette entreprise, rétorqua-t-il d'une voix basse mais audible, emplie de venin, peut-être qu'il est temps que ce conseil réévalue sa capacité à diriger Valois Capital International. La menace, cette fois, était ouvertement prononcée, sans détour. Il ne s'agissait plus seulement de Julien, mais de Diane elle-même, de sa position, de son pouvoir, de l'entreprise qu'elle avait bâtie de ses mains. Il commença alors à parler secrètement aux autres actionnaires, semant le doute, suggérant qu'elle n'était plus apte à diriger.
que ses sentiments aveuglaient son jugement et la menaient à sa perte. Diane comprit alors l'ampleur du piège, la toile tendue autour d'elle, l'odeur du complot flottant dans l'air. Elle risquait de tout perdre en défendant Julien, son entreprise, son œuvre, sa vie entière, tout ce pourquoi elle avait lutté avec tant d'ardeur et de sacrifice. Ce soir-là, tard, alors que les bureaux commençaient à se vider, elle demanda à Julien de la rejoindre dans son bureau. Il entra, s'attendant au pire, le cœur lourd d'un pressentiment funeste. Les rumeurs de son licenciement avaient déjà commencé à circuler, et les regards qu'il avait croisés dans les couloirs avaient été sans équivoque, emplis de pitié ou de triomphe. Mais Diane ne le licencia pas. Au lieu de cela, elle lui expliqua toute la situation, les machinations de Gérard, le vote du conseil, la menace insidieuse qui pesait sur elle-même si elle persistait à le protéger. Elle lui parla avec une honnêteté brutale, lui disant qu'il méritait toute la vérité, sans ambages. Julien l'écouta en silence, le visage impassible, mais son esprit bouillonnait, un brasier de colère et d'incompréhension. Puis il dit quelque chose que Diane n'attendait pas. « Madame Valois, commença-t-il, sa voix grave, empreinte d'une dignité nouvelle, « si ma présence met en péril tout ce que vous avez construit, alors je dois partir. » Diane sentit les larmes monter à ses yeux, brûlantes et inattendues. « Ce n'est pas juste, Julien, vous avez fait un travail incroyable. Une erreur de plus ne peut pas effacer tout le bien que vous avez accompli, toute la valeur que vous avez apportée. » Mais Julien secouait la tête, son regard désormais ferme. « J'ai appris de vous, Madame Valois, que parfois il faut sacrifier ce que l'on veut pour protéger ce qui compte vraiment. Votre entreprise, ce sont des centaines de familles qui en dépendent. Mon départ n'est rien face à cela. » Diane le regarda longuement, un mélange de désespoir et d'admiration dans ses yeux. Puis elle dit, d'une voix faible mais déterminée, qu'elle ne le licencierait pas. Elle trouverait un autre moyen. Et si le conseil la révoquait pour cela, qu'il en soit ainsi. Certains principes, certaines valeurs, valaient plus que n'importe quelle position, plus que n'importe quel empire. Julien quitta le bureau, le poids de sa décision pesant lourd sur ses épaules. Il ne pouvait pas accepter que Diane perde tout pour lui, mais il ne pouvait pas non plus laisser Gérard gagner, laisser la malveillance triompher. Il devait trouver un autre moyen, une solution inattendue pour déjouer ce complot et protéger ceux qu'il respectait. L'heure de la bataille finale approchait, et il était prêt à se battre, non plus pour sa survie, mais pour la justice. Mais Julien ne s'arrêta pas là. La jalousie de Gérard, il en était désormais certain, s'étendait bien au-delà de sa seule personne. En épluchant les budgets d'approvisionnement des pièces détachées pour les instruments de musique et les contrats avec les fournisseurs de matériaux précieux, bois rares, pigments anciens, cordes spécifiques, Julien remarqua des variations de prix suspectes. Certains fournisseurs étaient régulièrement payés au-delà des prix du marché, des sommes astronomiques, et ces opérations étaient toujours validées par Gérard sous des rubriques budgétaires complexes et difficiles à auditer, camouflées dans d'épais dossiers. Avec l'aide discrète d'une jeune comptable du programme Les Mains d'Or, une certaine Sophie Duval, dont la loyauté envers Julien était indéfectible, car il lui avait donné sa chance quand personne d'autre ne l'avait fait, il décortiqua des centaines de transactions. Les preuves commencèrent à s'accumuler, irréfutables dans leur froid réalisme. Gérard Lamartine détournait des fonds de l'entreprise, pas des sommes insignifiantes, mais des centaines de milliers d'euros. Il avait volé environ 1 million d'euros en 3 ans, en gonflant les factures et en empochant la différence à travers un réseau complexe et ramifié de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, des noms exotiques et insoupçonnables. Julien réalisa l'ampleur de la trahison, la profondeur de la noirceur de Gérard. Il n'était pas seulement un saboteur, mais un criminel de col blanc, un voleur de l'ombre, profitant de la confiance de Diane. Il rassembla toutes les preuves méticuleusement, avec la précision inhérente à son ancien métier. Des copies certifiées, conformes de documents incriminants, des captures d'écran d'emails explicites, des relevés bancaires cryptés, des témoignages écrits d'employés qui avaient eu des doutes mais n'osaient pas parler, craignant les représailles de Gérard. Tout était présenté avec la rigueur d'un expert, clair, concis, irréfutable, comme un dossier d'accusation parfaitement huilé. Un soir, après que le dernier employé eut quitté le bâtiment, laissant derrière lui le lourd silence des bureaux vides, il se rendit au bureau de Diane, le cœur battant à tout rompre,
un mélange d'appréhension et de détermination. Elle était là, le visage fatigué, plongé dans ses papiers, les lumières de Paris se reflétant dans ses yeux lasses. Il posa le dossier, épais et lourd de vérité, sur son bureau. « Madame Valois, dit-il simplement, sa voix grave, j'ai trouvé. » Diane le regarda d'abord avec un mélange de surprise et de fatigue, son esprit embrouillé par les chiffres. Puis ses yeux s'écarquillèrent en découvrant l'épaisseur vertigineuse du dossier. Elle ouvrit la première page, puis la deuxième, la troisième. Chaque document était une révélation, un coup de poignard dans le dos de sa confiance, une trahison révélée page après page. Le visage de Diane devint de plus en plus pâle, ses traits se tendaient, se crispaient. L'incrédulité laissa place à une colère froide, une fureur silencieuse et contenue, mais destructrice. Gérard n'était pas seulement l'architecte de son malheur professionnel, il était un traître, un loup dans la bergerie. Elle regarda Julien, ses yeux emplis d'une gratitude immense, mais aussi d'une détermination nouvelle et implacable. La guerre était déclarée. Il était temps de révéler la vérité et de remettre les choses en place, une bonne fois pour toutes. L'aube de la rédemption se levait, mais la bataille s'annonçait âpre et sans merci. Une ultime confrontation entre la lumière et l'ombre. La tension palpable à Valois, capitale internationale, éclata en une tempête dévastatrice lorsque Diane Valois, son visage empreint d'une détermination glaciale, convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. L'invitation, laconique et directe, laissait deviner l'importance cruciale de l'événement, un changement de ton qui ne mentait pas. Tous les membres étaient présents, y compris Gérard Lamartine, qui affichait une assurance trompeuse, un sourire forcé sur les lèvres, persuadé que le vent lui était favorable, et que Diane était au bord de la défaite, ses jours à la tête de l'entreprise comptaient. Julien, assis discrètement à l'arrière de la grande salle de réunion feutrée et majestueuse, observait la scène, le dossier qu'il avait minutieusement préparé posé sur ses genoux, son cœur battant un rythme irrégulier dans sa poitrine. Sophie prit la parole, sa voix résonnant avec une force inattendue dans la salle silencieuse, coupée du monde extérieur. Elle ne parla pas des erreurs de Julien, ni des menaces qui pesaient sur elle-même. Au lieu de cela, elle fit une déclaration introductive percutante sur l'importance inaliénable de l'intégrité, de la confiance et de l'éthique au sein d'une entreprise de leur standing. Puis, sans plus attendre, elle sortit le volumineux dossier d'Antoine et commença à exposer les faits. Chaque mot, une lame effilée, ciblant la source du mal. Elle détailla la falsification des qualifications du jeune restaurateur de Lyon, le fameux Arthur Lefebvre. La signature de Gérard sur les dérogations illégales passée en toute discrétion. Elle montra les documents signés de sa main, prouvant qu'il avait sciemment imposé une recrue incompétente et non vérifiée, mettant ainsi en péril la sécurité et l'intégrité des précieuses œuvres d'art confiées à l'atelier. Une négligence impardonnable. Le visage de Gérard vira au blanc livide. Son sourire se figea, une expression de panique se peignant sur ses traits, ses yeux s'écarquillant de terreur face à la révélation. Puis Diane passa à la deuxième partie du dossier, la plus accablante, les malversations financières. Elle révéla les schémas de surfacturation systématique, les pots de vin déguisés en contrats d'approvisionnement avec des entreprises écrans, les millions d'euros détournés par Gérard au fil des ans, siphonnant les bénéfices de l'entreprise. Elle projeta sur l'écran des graphiques complexes, des relevés bancaires caviardés pour masquer les sommes réelles, des correspondances internes qui prouvaient, sans l'ombre d'un doute, l'ampleur effarante de sa fraude. Chaque membre du conseil, incrédule au départ, mais de plus en plus indigné, voyait les preuves s'accumuler, s'empilant comme des pierres sur sa tête. Gérard Lamartine, voyant son monde s'effondrer autour de lui, sombra dans la panique la plus totale. Il tenta de nier, de s'agiter, d'accuser Julien de manipulation, de montage, de jeter l'opprobre sur lui, mais ses protestations étaient faibles, inaudibles, face à l'énormité irréfutable des preuves. Il balbutia des excuses, des tentatives de diversion, mais plus personne ne l'écoutait. Ses mensonges étaient flagrants, ses crimes indéniables, sa déchéance totale. À la fin de la présentation de Diane, un silence lourd et scandalisé s'abattit sur la salle. La trahison d'un dirigeant de cette envergure était inacceptable, une offense à l'honneur de l'entreprise et à ses valeurs. Le vote fut unanime. Gérard Lamartine fut licencié sur le champ, sans autre forme de procès ni de préavis.
et une plainte fut immédiatement déposée auprès des autorités judiciaires compétentes. 2 semaines plus tard, l'homme qui avait comploté contre Julien et Diane fut arrêté. Son empire de mensonges et de corruption s'écroulant autour de lui, emportant avec lui sa réputation et sa liberté. Le conseil d'administration, honteux d'avoir été si naïf et soulagé d'avoir échappé à un scandale public plus vaste et dévastateur, présenta ses excuses formelles et publiques à Julien. Sa réputation, injustement entachée, était non seulement rétablie, mais magnifiée par son courage, son intégrité et sa persévérance à chercher la vérité. Diane, acclamée et réaffirmée unanimement dans son rôle de PDG, regarda Julien avec un sourire triomphant, mêlé d'une profonde affection et d'une admiration sans faille. Elle le convoqua de nouveau dans son bureau, le même où il avait éclaté en sanglots quelques mois plus tôt, le jour où sa vie avait basculé. « Julien, dit-elle, sa voix remplie d'une émotion palpable. Vous avez sauvé notre entreprise. Vous nous avez tous ouvert les yeux sur ce que signifie réellement l'intégrité. Vous avez prouvé que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force incroyable. » Elle posa un nouveau contrat sur la table, ses doigts fins effleurant le papier glacé. « Nous vous nommons directeur général adjoint des opérations et du patrimoine de toute l'entreprise, avec un salaire de 12 000 € par mois et une participation de 10% des actions de Valois Capital International acquises immédiatement. » Julien cette fois accepta sans la moindre hésitation, mais il fit une demande inattendue, une preuve de son engagement indéfectible envers ses valeurs. « Madame Valois, je vous remercie infiniment. J'accepte ce poste avec honneur, mais je souhaiterais que la moitié de mon augmentation de salaire soit réaffectée au financement du programme Les Mains d'Or. Je voudrais que ce programme soit inscrit durablement dans le budget de l'entreprise, non comme une dépense, mais comme un investissement prioritaire. » Diane le regarda, surprise mais profondément touchée par son altruisme désintéressé. « Je veux, » continua Julien, son regard ardent et sincère, « que d'autres jeunes aient la chance que j'ai eue. Je veux que des personnes qui n'ont rien puissent croire en leur potentiel inestimable et trouver un chemin, une voie, une dignité. » Le conseil d'administration, informé de cette décision, accepta sans discuter, ému par cet acte de générosité, touché par la vision d'un homme qui, malgré son succès, n'avait pas oublié d'où il venait. Dans les mois qui suivirent, le programme Les Mains d'Or explosa, prenant une envergure nationale. 50 jeunes furent formés la première année, 80 la deuxième. Beaucoup d'entre eux devinrent d'excellents restaurateurs, des artisans qualifiés, certains ouvrant même leurs propres ateliers, inspirés par l'exemple de Julien. Le programme devint un modèle de réussite, copié par d'autres entreprises à travers la France. Un témoignage vivant de la puissance de la gentillesse et de l'investissement humain. Une preuve que la véritable richesse réside dans le partage. Diane regardait Julien avec une fierté immense, mais aussi avec des yeux qui trahissaient une émotion plus profonde, une tendresse grandissante. Elle avait trouvé en lui non seulement un dirigeant exceptionnel, mais un homme d'une intégrité rare. Un véritable leader capable d'inspirer les autres à être meilleurs, plus humains. Et lentement, insidieusement, une révélation s'imposa à elle, douce et inattendue. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Les rouages du destin, si complexes, avaient réservé une dernière pirouette à leur histoire. Une pirouette qui allait inévitablement transformer leur partenariat professionnel en un lien bien plus intime. Une danse du cœur où la rationalité n'avait plus sa place. Si ce récit de trahison et de rédemption vous tient en haleine, ne manquez pas les prochains chapitres. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour découvrir comment l'intégrité de Julien va redéfinir son avenir et celui de Valois Capital. 5 ans après cette nuit pluvieuse et bouleversante, Julien Lefebvre, 39 ans, était le directeur général adjoint des opérations et du patrimoine d'une entreprise qui comptait désormais 1000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 200 millions d'euros. Valois Capital International s'était hissé au rang des entreprises les plus éthiques et innovantes de France, sa réputation d'excellence et de responsabilité sociale étant un modèle à suivre. Le programme Les Mains d'Or avait formé plus de 300 jeunes, les transformant en professionnels qualifiés et en citoyens responsables, leur offrant une dignité et un avenir. Julien, lui, n'oubliait jamais d'où il venait.
Son passé de modeste mécanicien de Belleville, loin d'être un fardeau, était devenu une source de force et d'inspiration inépuisable. Chaque décision qu'il prenait était empreinte de cette humilité et de cette compréhension des difficultés qu'il avait traversées. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de Paris de nuances d'orange et de violet des couleurs chaudes et apaisantes, Diane invita Julien sur le toit de l'immeuble principal de Valois Capital, le même immeuble haussmannien qui avait vu s'opérer sa transformation. Une terrasse privée, cachée des regards indiscrets et du tumulte de la ville, offrait une vue imprenable sur la Seine paresseuse et la tour Eiffel, scintillante déjà de ses premières lumières, comme un gigantesque bijou. Diane avait préparé un dîner simple mais élégant, intime, loin des fastes des restaurants étoilés. Ils mangèrent en silence, appréciant la vue et la présence de l'autre, puis parlèrent de tout et de rien. De l'entreprise de leurs rêves les plus fous de la ville, qui s'endormait doucement sous leurs yeux, de la vie de leurs enfants respectifs, de leurs souvenirs d'enfance. Puis Diane se tourna vers Julien, ses yeux d'un bleu profond, brillant d'une émotion nouvelle, d'une lumière que Julien n'avait jamais vue. « Julien, commença-t-elle, sa voix douce mais déterminée, je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que je garde en moi depuis trop longtemps, quelque chose qui a grandi au fil des années. » Julien hocha la tête, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, sentant que ce moment allait changer quelque chose d'essentiel, de fondamental. « Ces 5 dernières années, » continua Diane, son regard plongé dans le sien, cherchant une réponse, une confirmation. « Vous êtes devenue la personne la plus importante de ma vie. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Vous avez réveillé en moi quelque chose que je croyais mort à jamais. L'espoir, la foi en l'humanité et quelque chose de plus profond, l'amour. » Julien resta silencieux un instant, ses propres sentiments bouillonnant à l'intérieur, un mélange de joie, de surprise et d'une reconnaissance infinie. Il avait lui aussi ressenti cette connexion grandir, cette admiration se transformer en un attachement d'une nature différente, plus intime, plus essentielle. Il avait toujours admiré sa force, son intelligence, mais il avait aussi appris à aimer sa fragilité, sa générosité cachée. « Je ressens la même chose, Diane, » répondit-il, sa voix nouée par l'émotion. « Ces dernières années, chaque succès professionnel me semblait vide, dénué de sens, si je ne pouvais pas le partager avec vous, si je ne pouvais pas voir la fierté dans vos yeux. Vous n'êtes pas seulement mon mentor, ma partenaire, mais la femme que j'aime, celle avec qui je veux partager le reste de ma vie. » Dans le crépuscule parisien qui n'en finissait pas, leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser doux et profond, scellant une promesse, celle de 2 âmes qui s'étaient rencontrées par le plus grand des hasards sous la pluie, dans la détresse, et qui s'étaient sauvées mutuellement de la solitude et de l'oubli. 1 an plus tard, ils se marièrent. La cérémonie, simple et élégante, se déroula dans un cadre intime à l'orangerie du château de Versailles. Un lieu magique où l'histoire et la beauté se rencontraient. Tous les employés qui le souhaitaient étaient présents, formant une haie d'honneur, applaudissements chaleureux pour le couple, un témoignage de la nouvelle culture d'entreprise. Julien insista pour que les jeunes du programme Les Mains d'Or soient les invités d'honneur, fiers et émus d'assister à ce conte de fées moderne. Pendant le discours de mariage, Julien raconta leur histoire, celle de cette nuit pluvieuse, de la femme désespérée poussant sa moto en panne, des 20 € offerts, de la réparation gratuite. Il parla de la gentillesse désintéressée, de l'investissement humain, de la foi en l'autre. Il déclara avoir appris une leçon fondamentale. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Elle revient toujours multipliée, peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la façon dont on s'y attend, mais elle revient toujours et change tout. Il invita chaque invité à se souvenir de cette petite vérité simple et puissante. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, quand vous avez l'opportunité d'aider, faites-le. Non pas pour attendre quelque chose en retour, mais parce que c'est juste, parce que c'est l'essence même de notre humanité. Et parce que vous ne savez jamais comment ce seul geste pourrait transformer une vie entière, la vôtre et celle des autres. 10 ans plus tard, Julien et Diane étaient les fiers parents de 2 enfants, une petite fille prénommée Clara et un garçon turbulent, Louis. Julien était devenu le co-PDG de Valois Capital International, partageant avec Diane la direction d'une entreprise qui employait désormais 15 000 personnes à travers l'Europe.
ses activités s'étant étendues à l'acquisition et la gestion de patrimoines historiques et culturels majeurs. Le programme « Les Mains d'Or » avait formé plus de 2000 jeunes, leur offrant non seulement un avenir professionnel prometteur, mais aussi un sens de la dignité et de l'appartenance. Julien n'oublia jamais son point de départ. Chaque année, à la date anniversaire de sa rencontre avec Diane, il retournait à son ancien garage de Belleville, l'Éclair Mécanique. Il l'avait entièrement racheté et rénové, le transformant en un centre de formation gratuit pour les jeunes artisans des quartiers défavorisés. Un lieu où la transmission du savoir-faire, des valeurs et de la passion pour l'artisanat était primordiale. Une passerelle entre le passé et le futur. Au-dessus de la porte, une plaque discrète arborait l'inscription, presque effacée par le temps mais toujours lisible. En mémoire de Michel Lefebvre, et pour tous ceux qui croient que la gentillesse peut changer le monde. C'était un témoignage silencieux mais puissant de la vérité la plus simple et la plus profonde. Un seul geste de gentillesse peut sembler infime, insignifiant, comme une goutte d'eau jetée dans l'océan immense de l'indifférence. Pourtant, comme l'avait prouvé le parcours extraordinaire de Julien, on ne sait jamais quelle vie on est en train de changer, quel avenir on est en train de créer, quelle cascade d'événements positifs on déclenche. Julien avait donné 20 € et une réparation gratuite à une femme en détresse. Une inconnue qui se révélera être Diane, la femme qui allait devenir son âme sœur. Et cette inconnue, à son tour, lui avait non seulement offert une vie nouvelle, une dignité oubliée, mais ensemble, ils avaient créé des opportunités de l'espoir et un chemin pour des milliers d'autres personnes tissant un réseau de solidarité et d'excellence. Le cercle vertueux de la gentillesse s'était formé, et il continuait de s'élargir au-delà de leur propre existence, pour toujours, laissant une empreinte indélébile sur le monde. Chers auditeurs, cette histoire de Julien et Diane nous rappelle à quel point la vie peut être imprévisible et les trajectoires du destin inexplicables. Elle nous pousse à réfléchir sur nos propres choix, sur la manière dont nous traitons les invisibles de notre quotidien. Ces personnes qui, apparemment, n'ont rien à nous offrir, mais qui, comme Julien, peuvent détenir les clés d'un avenir insoupçonné, un trésor enfoui au fond de leur cœur. Croyez-vous que la gentillesse est l'investissement le plus précieux que nous puissions faire ? Avez-vous déjà osé tendre la main à quelqu'un sans rien attendre en retour, juste par pure humanité ? Si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer une corde sensible en vous, n'hésitez pas. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez ressenti, ce que cette histoire vous a inspiré. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir, de résilience et de foi en la bonté humaine. Quelqu'un qui doute peut-être de la magie du désintéressement. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, celles qui prouvent que le bien, quand il est sincère, finit toujours par revenir, non pas toujours sous la forme attendue, mais toujours multiplié, et qu'un seul geste, fait avec le cœur, peut véritablement, profondément et durablement tout changer.